Allez, cette fois-ci, on peut y aller. Il est 11 heures, c'est bon. Tout le monde est arrivé, c'est bon? Donc, moi, je me présente. Je suis le docteur Elisabeth Orlov. Je travaille dans le service d'hypertension artérielle et thérapeutique à Rangueil. Je suis chef de clinique. Et donc, je vais vous représenter aujourd'hui, à la suite de mes collègues, donc tout ce qui est terrain à risque, l'interaction entre certains traitements et les reins, et le risque donc de iatrogénie. Est-ce que vous savez ce que c'est que la iatrogénie? Oui, c'est bon, vous venez d'avoir ce qu'il faut. Alors, on passe. Donc, iatrogénie, ça veut dire effet indésirable, et donc, qui dit un effet indésirable dit que certains médicaments peuvent avoir différentes cinétiques et différents modes d'action. Et donc, quand on a un traitement, on a forcément des effets bénéfiques et des effets attendus et des effets indésirables. Donc, toute la thérapeutique vient dans l'interaction de ces différents, dans la balance de ces différentes choses. Donc, on va parler d'abord de pharmacocinétique, de comment le médicament est absorbé, distribué, etc. L'impact de la fonction rénale sur la pharmacocinétique, et on va terminer sur différents cas cliniques. Alors, la pharmacocinétique, donc il y a différentes étapes dans l'action du médicament. Tout d'abord, le médicament est absorbé, donc ça c'est tout simple, vous avalez le médicament tout bêtement, et le temps qu'il passe toute la barrière intestinale, enfin qu'il passe au travers du tube digestif, ensuite il est dans le sang. Donc ça c'est tout le mécanisme de l'absorption. Ensuite on arrive sur la distribution du médicament. Donc le médicament est distribué dans l'organisme via des protéines plasmatiques auxquelles ils sont liés. Va ensuite circuler dans tout l'organisme pour atteindre son effet attendu. Ensuite, le médicament va être métabolisé. Métabolisé à quel endroit? Essentiellement au niveau du foie, par différentes enzymes. On verra ça tout à l'heure. Et ensuite, le médicament est enfin excrété, c'est-à-dire il est évacué. Et ça, c'est par deux biais, au niveau hépatique et rénal. Voilà, ça dépend du médicament. Alors, on passe donc le métabolisme du médicament, il est essentiellement, je vous disais, au niveau du foie et dépendant du système enzymatique principal qui est le cytochrome P450. Alors bon, on va passer sur la physiopathologie, mais il faut savoir que le foie, c'est vraiment l'organe qui a pour but le métabolisme du médicament. Et donc tout ce qui est toutes les insuffisances hépatiques peuvent avoir un rôle sur ces médicaments et peuvent donc nous forcer à adapter nos traitements en fonction de la fonction hépatique. Ensuite, le médicament, je vous disais, va être excrété. Donc c'est soit au niveau du rein, soit au niveau du foie. Ça dépend du type de traitement. Si le médicament est plutôt hydrophile, c'est-à-dire qu'il se lie bien dans l'eau, il y a une excrétion essentiellement rénale. Et tous les autres traitements qui sont plutôt lipophiles auront plutôt une excrétion hépatique via le système biliaire. Donc par exemple, pour les bêta-bloquants, vous en connaissez peut-être certains. Vous avez une idée des traitements bêta-bloquants? Si je vous donne cette famille-là, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Vous connaissez les molécules? Vous avez des idées des molécules? Le cardanciel, le sectral, la ténormine, c'est tous des médicaments bêta-bloqueurs. Et donc, ils ont, selon le type de bêta-bloquant, ils ont chacun une excrétion soit hépatique, soit hépatique et rénale, soit complètement rénale. Ça dépend notamment de leur type de traitement, enfin leur molécule, si elle est plutôt hydrophile ou hydrophobe. Donc, et enfin, donc l'élimination, l'excrétion du médicament. Donc,
elle va dépendre donc à la fois du fonctionnement rénal et du fonctionnement hépatique, comme on vous disait tout à l'heure. Si par exemple on a, mettons le bisoprolol, lui il a en gros une élimination, et le bisoprolol c'est lui qui est en plein milieu. Alors, est-ce que j'ai le pointeur? Oui. Le bisoprolol c'est ce truc-là, c'est le cardanciel qui est en plein milieu. Lui il a et une élimination rénale et hépatique, hein, globalement bien distribuée. Et donc pour ce médicament-là, on va avoir, on aura sa clairance, la clairance du médicament, c'est-à-dire l'élimination du médicament sera dépendante et de la clairance hépatique, qui est donc liée à la biotransformation et l'expression au niveau du système biliaire, et à son expression urinaire, qui est donc aussi liée à la clairance rénale. Donc vous vous doutez bien que quand on a une insuffisance rénale, à votre avis, qu'est-ce que ça va provoquer sur la clairance rénale? La clairance, c'est en gros l'élimination rénale. C'est la capacité de l'organisme à éliminer un médicament. Quand on a une insuffisance rénale, qu'est-ce que ça provoque? Alors oui, ça peut provoquer un surdosage, mais si on parle vraiment simplement, une insuffisance rénale, qu'est-ce qu'elle va faire sur la clairance? Est-ce que ça l'augmente? Est-ce que ça la diminue? Ça va diminuer la clairance rénale. D'accord? Donc la clairance, c'est le reflet de la fonction rénale. Et donc on parle d'insuffisance rénale en dessous de globalement 60 millilitres minute de clairance. Et donc la clairance rénale, c'est la capacité du rein à éliminer, mais nous on la mesure quand on parle de clairance, on dit que c'est sur une protéine que l'on dose, hein, c'est la créatinine qui nous permet d'avoir un reflet de la fonction rénale, mais par ce biais-là, on peut se douter que toutes les molécules qui passent par le rein et qui doivent être éliminées par le rein ne seront pas éliminées aussi bien que pour un sujet normal. Donc, une insuffisance rénale va diminuer la clairance rénale et donc on va avoir tendance à moins éliminer ces traitements. Donc, ce que je vous disais, l'impact de l'insuffisance rénale sur la pharmacocinétique du médicament, on parle simplement, insuffisance rénale veut dire diminution de la clairance rénale, donc diminution de la capacité de l'organisme à éliminer un traitement. Et donc, à quelle échelle, à quel niveau de la pharmacocinétique du médicament ça va jouer un peu partout, en fait, sur toutes les étapes du médicament, aussi bien sur l'absorption, parce qu'on sait que l'insuffisance rénale va va augmenter la résorption intestinale et va provoquer une gastroparésie. Donc en fait, le médicament va mettre du temps à déjà arriver au niveau sanguin. Ensuite, au niveau de la distribution du médicament, on sait que dans l'insuffisance rénale, les protéines plasmatiques vont être aussi modifiées et donc il va y avoir moins de protéines plasmatiques. Enfin, c'est tout un... L'équilibre va être changé et donc on aura une modification de la fixation aux protéines plasmatiques, ce qui va faire que ça va aussi perturber leur fixation. Et le métabolisme du médicament aussi va changer, puisqu'on peut... la fonction rénale va être diminuée également. Et enfin, au niveau de l'élimination, ça c'est le plus simple à comprendre. Si on diminue la capacité, la fonction rénale, on va diminuer sa capacité de filtration glomérulaire, c'est-à-dire sa capacité à éliminer les déchets, et à filtrer le sang et à éliminer les déchets. Et donc, on va diminuer cette capacité-là. Donc, en gros, une insuffisance rénale va provoquer toute une cascade de modifications et va modifier le métabolisme du médicament. Alors pour bien comprendre tout ça, on va parler de différents médicaments et on va essayer de voir à quel endroit comment ça peut jouer en pratique clinique courante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'adapter sur les reins? Donc, premier cas clinique, c'est une patiente qui a 70 ans, qui est traitée par du ramipril. Alors qui sait ce que c'est que le ramipril? C'est un IEC, ça se termine en pril, donc c'est une classe médicamenteuse
Et elle prend également, donc elle a du ramipril pour de l'hypertension artérielle et de l'ibuprofène qu'elle prend de façon occasionnelle depuis 5 jours pour un problème de migraine. Alors, quelles sont les différentes classes médicamenteuses? On a répondu pour le ramipril, qui est donc un IEC, mais la classe médicamenteuse de l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et donc, ça fait 2 médicaments qu'elle a sur son ordonnance. Alors, quels sont les modes d'action de ces 2 médicaments? Est-ce que vous les connaissez? Ça, c'est un peu plus complexe, hein, mais voilà, l'IEC, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Donc, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, il a pour but de diminuer la capacité, la transformation de l'angiotensine en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1 a comme effet de réguler la pression artérielle en l'augmentant. L'angiotensine A, son but, c'est d'augmenter la pression artérielle, c'est de réguler la pression artérielle et d'avoir un effet sur une vasoconstriction. Donc, l'IEC, il va diminuer cet effet-là. On le prescrit, nous, en pratique courante, dans le cadre de l'hypertension artérielle et dans le cadre d'une insuffisance cardiaque. Et donc là, je vous rappelais simplement la petite cascade de transformation, l'angiotensinogène, angiotensine 1, angiotensine 2. Donc l'enzyme de conversion agit à ce niveau-là pour la transformation et l'IEC donc va diminuer, va empêcher l'enzyme d'agir. Donc l'IEC va donc entraîner une diminution de la pression artérielle en empêchant l'angiotensine 2, en diminuant la capacité de production de l'angiotensine 2 et va provoquer une vasodilatation, ce qui va permettre de réguler la pression artérielle, mais donc de diminuer la pression artérielle. Donc ça c'est pour l'IEC. Et maintenant pour l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Alors bon, il y a il agit à plusieurs endroits, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va provoquer une rétention hydrosodée et par le biais des prostaglandines et en provoquant une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente du glomérule. Donc je vais vous remontrer ça. Pourquoi est-ce que ces 2 médicaments peuvent agir de façon contradictoire? Parce que, en fait, comme on le disait tout à l'heure, l'IEC va provoquer une vasodilatation au niveau de l'artériole efférente, mais c'est son but, c'est celui de diminuer la pression artérielle. Et donc, il va éviter, en fait, il va vasodilater au niveau de l'artériole efférente et donc va diminuer un petit peu la capacité du rein à faire son boulot, puisque pour assurer une certaine filtration sanguine, il faut avoir un certain débit en fait, au niveau du glomérule. Et du coup, en provoquant une vasodilatation au niveau de l'artériole efférente, le rein il va avoir sa capacité de filtration qui va être légèrement diminuée, mais c'est entre guillemets un effet un petit peu attendu. Mais si on rajoute en plus de ça l'anti-inflammatoire non stéroïdien, qui a pour but, lui, qui va faire en fait dans ses effets une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente, et ben on diminue l'apport de sang au niveau du glomérule, qui pourra du coup plus du tout faire son travail. Et donc les deux ensemble vont provoquer ce qu'on appelle une insuffisance rénale fonctionnelle, puisque du coup le rein, il ne peut pas travailler comme il faut, puisqu'il n'a pas de sang qui arrive au niveau du glomérule. Et en plus de ça, si entre guillemets, s'il y avait encore une vasoconstriction ici pour permettre au glomérule de fonctionner, là, si l'IEC agit et provoque une vasodilatation, on n'a plus du tout aucun effet. Donc en gros, l'action de ces 2 médicaments ensemble va provoquer une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Et donc, il faut systématiquement éviter l'association de ces 2 traitements. Alors, comment on peut, à votre échelle, comment est-ce que, quelles pourraient être les précautions que vous pourriez mettre en place pour, au moment où vous allez mettre en place un médicament, par exemple un IEC ou un ARA2? Donc, vérifier d'abord la fonction rénale, tout à fait. Donc, ça, c'est simplement par prise de sang. Et ensuite, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? On a dit que l'IEC, il a un but de réguler la pression artérielle. Donc il faut
au minimum avoir une prise de la tension avant, parce que si vous avez 9 de tension, vous n'allez pas mettre la même dose de médicament qu'à quelqu'un qui a une tension à 15, 16, 17. Donc c'est deux choses à faire avant. Et là, donc évidemment, il faut éviter les coprescriptions, notamment d'anti-inflammatoires, mais ça, à l'hôpital, il y a très très peu d'anti-inflammatoires, enfin, fort heureusement, mais après, il y a des patients qui peuvent très bien avoir pris des anti-inflammatoires avant, et puis même en dehors de l'hôpital, eh ben, vous pourriez être amené à vérifier ça. Et ensuite, au niveau clinique, donc je vous disais, la mesure de la pression artérielle, c'est systématique. Et au niveau biologique, donc il faut faire une prise de sang pour vérifier la créatinine. Et par le même biais, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème au niveau potassique, notamment parce que on peut avoir une certaine augmentation du potassium. Mais ça, c'est pas tout à fait l'objet aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on retient. Éviter anti-inflammatoires et IEC. Mais de façon générale, les anti-inflammatoires sur le rein, c'est quelque chose qu'on évite systématiquement. Autant pour les IEC, on peut se permettre d'ajuster, par exemple chez des patients qui ont une insuffisance rénale très sévère, on peut débuter quand même ces traitements parce que c'est des traitements qui sont néphroprotecteurs, c'est-à-dire qu'ils vont protéger le rein et éviter qu'il s'altère encore plus. Mais autant les anti-inflammatoires, c'est quelque chose qu'on évite au maximum. Ensuite, donc, le deuxième cas clinique, donc Madame A, qui doit passer un scanner abdominal avec injection de produit de contraste. Et cette patiente est traitée par un diurétique thiazidique pour une hypertension artérielle. Alors, déjà, vous connaissez les diurétiques thiazidiques. Est-ce que vous avez une idée de quel médicament il s'agit? C'est l'Ezidrex, et il y en a un deuxième qu'on appelle l'indapamide. Donc l'hydrochlorothiazide, ça c'est l'Ezidrex, et l'indapamide, c'est le Fludex. C'est deux médicaments que vous pourriez voir en pratique courante à l'hôpital ou ailleurs pour les patients qui ont une hypertension artérielle. Alors, à votre avis, quel est le risque rénal de cet examen chez cette patiente et quelles précautions vous pourriez prendre pour l'entourer? Alors, l'injection d'iode, on le sait que ça peut provoquer une insuffisance rénale aiguë à la suite de l'injection à cause des produits de contraste. Et on verra par quel biais. Mais cette insuffisance rénale aiguë, elle est encore plus à risque quand on a un traitement par diurétique thiazidique. Est-ce que vous avez une idée de pour quelle raison? Alors, ce n'est pas pour un problème de sodium, c'est parce que le diurétique, effectivement, il y a une baisse de sodium, il y a ce qu'on appelle une perte il y a une augmentation de la natriurèse, donc de la perte du sodium dans les urines, et donc on va avoir une sorte de déshydratation. Les diurétiques, ils vont faire pisser, et donc on a un risque plus important de se déshydrater. Donc si on est déshydraté, en plus, si on rajoute de l'iode, il y a un risque encore beaucoup plus important de faire une insuffisance rénale aiguë. Donc, maintenant que vous savez ça, quelles précautions vous pouvez prendre pour entourer l'examen? Alors déjà, il faut faire une prise de sang pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de la créatinine. S'il n'y a pas de base une insuffisance rénale induite par la prise de médicaments, très bien. Comment? Exactement. Donc on l'arrête en général la veille et le matin de l'examen. On fait une prise de sang, comme tu as dit, la veille de l'examen ou le matin de l'examen, et on lui refait une prise de sang au lendemain de l'examen en général, pour entourer l'examen, pour être sûr qu'il peut reprendre comme il faut le traitement diurétique. Et les dernières choses, à votre avis, ça c'est juste des questions pratiques, cliniques que vous pourriez poser pour être sûr qu'il n'est pas en déshydratation déjà avant même de faire la prise de sang. Voilà, est-ce qu'il a bien... Bon, il faut lui déjà bien l'hydrater, enfin la patiente, Madame A, il faut bien l'hydrater avant, donc par voie simplement orale, et il faut être sûr qu'il n'y ait pas eu des événements récents qui pourraient provoquer une déshydratation. Comme quoi, à votre avis?
des trucs tout bêtes, hein, par exemple, je sais pas, une grosse diarrhée, une gastro-entérite, des choses qui auraient pu faire une perte d'eau vraiment très importante et du coup provoquer une déshydratation. Donc, les précautions que l'on va prendre, c'est, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, contrôle biologique de la fonction rénale avant et après le scanner, suspension des traitements néphrotoxiques, donc diurétiques et autres. Là, on parle vraiment des diurétiques, mais on pourrait imaginer d'autres traitements néphrotoxiques, comme certains antibiotiques, etc. On en parlera tout à l'heure. Et une réhydratation par voie orale si vous êtes en ambulatoire, ou chez les patients qui ont une fonction rénale strictement normale, par exemple au-delà de 60, on leur donne par voie orale, et en dessous, on peut privilégier la voie intraveineuse. Le mécanisme de l'insuffisance rénale aiguë, c'est ce qu'on appelle la nécrose tubulaire aiguë. En fait, c'est la mort des cellules tubulaires qui assure le transport de l'urine, du globérule, vers les voies urinaires. Et ça, c'est quelque chose qui peut parfois être irréversible. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut être sensibilisé et se méfier. D'accord ? Donc là, on a bien vu. Alors, la néphrotoxicité directe rénale des médicaments, ça j'avais expliqué pour certains traitements, comme donc les produits de contraste iodé, les anti-inflammatoires, certains antibiotiques qui peuvent avoir une action au niveau d'une toxicité rénale par différents biais. C'est soit par nécrose tubulaire aiguë, mais aussi on a des néphrites interstitielles, donc c'est le fait que le tissu rénal va être altéré par ces médicaments et donc va ensuite ne pourra plus fonctionner comme il faut. Et donc il y a certains facteurs favorisants à tout ça, je vous l'ai dit, la déshydratation, le fait que le patient ait déjà une insuffisance rénale chronique préexistante, donc en dessous de 60 ml de clairance, une insuffisance cardiaque, si le patient est très âgé, au-delà de 80 ans, déjà il est plus susceptible d'être déshydraté, et en plus de ça, il y a une fragilité rénale propre à l'âge. Et après, tous les médicaments qui peuvent jouer en plus de ça avec l'hémodynamique rénale, comme on l'a vu tout à l'heure, les anti-inflammatoires et les IEC, par exemple, qui vont favoriser en fait et aggraver la toxicité rénale des médicaments. Donc c'est les médicaments qui jouent sur l'hémodynamique rénale. L'hémodynamique, c'est simplement le fonctionnement du rein, en jouant sur les artères afférentes et efférentes. Vous vous rappelez de ce petit schéma que je vous ai montré. Donc voilà. Et les médicaments qui jouent aussi sur la volémie. La volémie, ça veut dire le risque de déshydratation, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les diurétiques. Pas de questions ? Alors, on passe au troisième cas clinique. Donc maintenant, monsieur M, 65 ans, qui a présenté un infarctus l'année dernière et qui revient aux urgences pour des palpitations. Donc c'est-à-dire une sensation de cœur un peu irrégulier, rapide. Donc il a comme traitement de base cardégique, Taor, bisoprolol et ramipril. Alors déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les traitements qu'il a actuellement ? Le cardégique, vous avez une idée de ce que c'est ? C'est un antiagrégant plaquettaire, très bien. Donc c'est dans le cadre de son infarctus, pour éviter les récidives d'infarctus. Le Taor, qu'est-ce que c'est ? C'est un hypolipémiant, exactement, c'est une statine, c'est les fameux médicaments qui sont très controversés par la population non médicale, on va dire, et non paramédicale, parce que ça peut provoquer certaines crampes, etc. Mais c'est un médicament qui est protecteur cardiovasculaire et qui va éviter le risque en diminuant le cholestérol. Il va stabiliser les plaques de cholestérol et éviter le risque de récidive d'infarctus. Donc c'est un médicament qui est très important chez les patients qui ont présenté déjà des infarctus. Le bisoprolol, on l'a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est un bêta-bloquant. Et ramipril, on l'a vu aussi, pril, c'est IEC. Donc finalement, il a le traitement classique des patients qui ont déjà fait un infarctus, un antiagrégant plaquettaire, une statine pour éviter des récidives, et le bisoprolol, un bêta-bloquant et un IEC, ça c'est des traitements cardioprotecteurs pour
éviter la survenue d'insuffisance cardiaque à la suite d'un infarctus. Alors, donc il vient pour palpitation, évidemment. Quand on vient pour la palpitation, le but c'est de mesurer la fréquence cardiaque et de voir s'il y a une anomalie au niveau de son cœur sur un électrocardiogramme. Donc on lui fait l'électrocardiogramme et cet examen, qu'est-ce qu'il retrouve? À votre avis, qu'est-ce que vous voyez sur l'électrocardiogramme? C'est vous qui lui faites. Comment? Voilà, il est en fibrillation atriale. Donc pourquoi est-ce que tu dis ça? Voilà, alors le fameux terme de petite vague, exactement, c'est en fait déjà comment tu peux voir qu'il est en fibrillation atriale? Déjà parce que le rythme, il n'est pas régulier. Vous voyez bien que là, sur le long déroulé en bas, le rythme, il n'est pas du tout régulier, donc ça c'est signe qu'il y a un problème au niveau, enfin il y a un problème d'arythmie. Et ensuite, pourquoi c'est de la fibrillation atriale? Parce que effectivement, on voit des petites vagues et on ne voit pas d'onde P avant chaque QRS. Là, on pourrait imaginer que c'est une onde P, mais je pense que c'est plutôt... c'est pas ça, parce que juste après, on a... là, par exemple, juste avant, on n'a pas cet effet-là. Et en fait, il y a plutôt un aspect de trémulation de la ligne isoélectrique, c'est-à-dire entre chaque QRS, il n'y a pas un moment où c'est vraiment plat. D'accord? Donc, c'est les fameuses petites vagues. C'est un électrocardiogramme de fibrillation atriale. Alors, vous lui faites une prise de sang. Alors, la kaliémie est normale. La créatinine est à 86 micromoles par litre, ce qui lui fait une clairance à 75 millilitres par minute. Elle est tout à fait, elle est plutôt normale. Elle est un petit peu abaissée, mais on ne parle pas forcément d'insuffisance rénale là-dessus. Alors, qu'en pensez-vous? On a dit c'est une fibrillation atriale. Et quels sont les risques de la fibrillation atriale, à votre avis? Voilà. Le fait d'avoir un cœur irrégulier va provoquer le risque d'embole, de petits caillots au niveau des cavités cardiaques, et donc va augmenter le risque d'accident vasculaire, quel qu'il soit, donc un AVC, un accident vasculaire cérébral ou ailleurs, d'accord? Donc on a d'abord ce risque-là, et ensuite il y a un deuxième risque lié à la fibrillation atriale. Il aurait pu très bien venir pour palpitation et dyspnée. Qu'est-ce que ça vous aurait évoqué, ça, s'il était venu pour essoufflement? Peut-être qu'il fait un peu ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque, parce que quand le cœur est irrégulier comme ça, il fonctionne normalement, mais en fait, il va se contracter normalement, mais il ne va pas se remplir normalement. Et donc, tout le sang qui devrait arriver au niveau du cœur et qui devrait être éjecté en suivant, il est accumulé juste avant. Et donc, il y a un risque d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est les deux risques essentiels de la fibrillation atriale, c'est l'accident vasculaire et l'insuffisance cardiaque. Donc, pour éviter le risque d'accident vasculaire, qu'est-ce qu'on met? On met des traitements non pas anti-agrégants, mais anticoagulants. Donc, c'est-à-dire, c'est pas le cardégique, hein, c'est vraiment des traitements spécifiques pour ça. Qu'est-ce que vous connaissez comme traitement anticoagulant? Alors, il y a les AVK, les antivitamines K, donc vous avez quelle molécule vous connaissez pour... Comment? Voilà, la coumadine, le Préviscan, le Syntron, mais le Syntron c'est de moins en moins prescrit. Donc ça c'est les 3 médicaments, mais qui sont connus depuis très longtemps, et les nouveaux médicaments entre guillemets, mais qui sont maintenant connus depuis plus de 5 ans, c'est ce qu'on appelle les AOD, les anticoagulants oraux directs. Et donc ça c'est le dabigatran, l'apixaban, etc. Et donc, là, il faut prévenir le risque d'accident vasculaire chez votre patient. Le risque essentiel, c'est l'accident vasculaire chez lui. Et donc, on va mettre en place un traitement anticoagulant. Alors, on aurait pu mettre un anticoagulant oraux direct ou un AVK. Les recommandations disent qu'il faut privilégier quand même les anticoagulants oraux directs maintenant. Donc chez lui, on a décidé de mettre de l'héliquis. Alors, quelles sont les précautions, à votre avis, qu'il faut mettre en œuvre avant de mettre ce traitement, encore une fois, à votre patient? On a vu son bilan biologique, 86 de créatinine et une clairance à 75. Quelles sont les précautions à mettre avant? Allô?
Comment? Oui, alors on peut mettre le bilan d'hémostase, il ne va pas forcément changer grand-chose, mais il faut s'assurer effectivement qu'il soit pas à risque de saigner. Bon, pour rechercher le risque de saignement, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, alors si on part dans le côté biologique, oui, on peut partir sur un bilan d'hémostase un peu classique, mais l'anti-DISA va pas empêcher de mettre en place ce médicament. Ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il n'y ait pas une susceptibilité aux médicaments avant de commencer. Donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de problème rénal ou de problème hépatique. D'accord? Parce que c'est un médicament qui est éliminé par le rein et par le foie. Donc, essentiellement par le rein, mais aussi par le foie. Donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'insuffisance rénale. Donc là, déjà, on a fait la prise de sang tout à l'heure, la clairance était bien. Mais il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas d'insuffisance hépatique. Donc ça peut se faire en partie par bilan biologique, donc par la recherche, les dosages à la recherche de cytolyse, pardon. Et on va doser également une partie du bilan d'hémostase avec le TP et le facteur 5. Mais ce n'était pas surtout l'objet de ma question. Après, cliniquement, on peut aussi demander au patient s'il a lui-même un risque de saignement. Comment est-ce que vous pourriez voir ça? Est-ce que déjà il a déjà saigné? Est-ce qu'il saigne pas du nez? Est-ce que dans les selles il n'y a pas de saignement? Est-ce qu'il n'y a pas de saignement dans les urines? Est-ce qu'il n'a pas d'antécédent de cancer? Toutes ces choses-là, c'est des questions que vous pouvez lui poser simplement. On n'est pas obligé de se jeter sur la prise de sang avant de commencer. Vous pouvez lui poser des questions. Oui? Exactement. S'il n'a pas d'autres traitements qui peuvent faire saigner. À ton avis, oui, les anti-inflammatoires, on est d'accord. Et lui, pour le coup, on a vu tout à l'heure qu'il avait un médicament, le Cardégique, exactement, c'est un anti-agrégant plaquettaire, donc ce médicament-là, on va peut-être pas le continuer après, parce que, pour le coup, s'il a un médicament qui est anticoagulant, on ne va pas rajouter en plus un médicament anti-agrégant plaquettaire. Mais ça, c'est des choses que l'on discute avec les médecins, mais ça peut, c'est quelque chose auquel il faut poser la question. Et donc les précautions à prendre, c'est effectivement, est-ce qu'il ne prend pas de traitement à risque de saigner, les anti-inflammatoires, mais il faut lui dire aussi qu'après, il ne faudra pas qu'il prenne d'anti-inflammatoires comme ça en décidant, tiens, j'ai mal à la tête, je vais prendre des anti-inflammatoires, parce que c'est là où il y a un risque de saigner. D'accord? Donc les précautions, on en a pas mal parlé. Donc déjà, il faut dire au patient qu'il y a un risque de saignement, que ce médicament-là, il a pour but de fluidifier le sang et donc forcément, il aura un risque majoré de saigner, c'est-à-dire que s'il se coupe, il va plus saigner qu'avant, puisque son sang sera plus fluide et donc il ne pourra pas assurer la coagulation. Donc il faut lui expliquer quoi faire si jamais il saigne. Donc pas hésiter à aller voir son médecin pour faire suturer les plaies, etc. Et pas d'automédication, donc pas d'anti-inflammatoire. Et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, surveillance de la fonction rénale par prise de sang pour la créatinine et hépatique avec le bilan hépatique à la recherche de cytolyse, de cholestase, donc avec les transaminases, gamma-GT et phosphatase alcaline et le bilan donc TP et facteur 5. Ce qu'il faut aussi lui demander, c'est qu'est-ce que vous pesez? Parce qu'un patient qui pèse 50 kg n'a pas le même risque de saigner du patient qui pèse 80 kg. Et ça fait partie de la charte de ce médicament, des conduites à adopter chez ces patients à qui on doit prescrire ces médicaments. Il faut absolument leur demander leur poids, parce qu'en dessous de 50 kg, il ne faut pas utiliser ces nouveaux médicaments, et au-delà de 110 non plus. Parce que ce médicament-là n'a pas été étudié chez les patients au-delà de 110 kg. Et leur âge, lui on l'avait, mais il faut systématiquement leur donner, parce qu'encore une fois, au-delà de 80 ans, ça dépend des médicaments, mais au-delà de 80 ans, il faut se méfier, peut-être qu'il faut ajuster les doses. Donc là, je voulais vous rappeler un peu pour les différents traitements, pour ces différents anticoagulants oraux directs, vous avez tout ça à respecter. Donc ça, là, dans le cas de l'apixaban, c'était plutôt sur ce côté-là, mais en gros, retenez que
ouais, vous avez chaque point à demander pour les anticoagulants. L'insuffisance rénale, vous voyez qu'en dessous de 30 ml par minute de clairance, il faut soit être prudent pour certains traitements, voire même c'est contre-indiqué pour un autre, pour le dabigatran. Donc ça veut dire que il faut s'assurer avant ça que la clairance n'est pas en dessous de 30, mais aussi après, de façon régulière, il faut faire des prises de sang régulières. Pareil, il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'atteinte hépatique, donc pas d'insuffisance hépatique. Pour les personnes âgées, au-delà de 80 ans, je vous disais, enfin, entre 75 et 80 ans, il faut être prudent, mais au-delà de 80 ans également. Enfin, en gros, retenez que pour les personnes âgées, il faut être prudent. Ce n'est pas une contre-indication à l'utilisation des médicaments, mais ça veut dire qu'il faut être encore plus prudent que pour les personnes jeunes. Et le poids, pareil, en dessous de 50 kg, ce n'est pas vraiment étudié, donc là, ils mettent juste prudence, mais en pratique clinique, on ne le prescrit pas. Et au-delà de 110 kg, c'est pareil, il faut éviter de le prescrire. Donc, pour ce qui est des anticoagulants, on a dit, voilà, il faut toujours prescrire ces médicaments en prenant compte de la fonction rénale, et ça peut avoir comme action chez nous de d'ajuster les doses ou de privilégier certains médicaments. Ensuite, pour l'avant-dernier cas clinique, donc c'est un patient qui a maintenant 80 ans, qui est diabétique. Alors là, c'est annoncé directement, il est insuffisant rénal chronique sévère, parce que la clairance est en dessous de 30 ml par minute. Et il vient aux urgences parce qu'il a une fièvre et il a mal à la jambe gauche, et sa jambe gauche est toute rouge. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce tableau? Alors, je ne sais pas si on voit très bien ici, là, mais sa jambe gauche, là, elle est toute rouge et elle est très douloureuse. Voilà, on peut penser à ce qu'on appelle un érésipèle. Qu'est-ce que c'est un érésipèle? C'est une en gros, c'est une inflammation, une infection des tissus cutanés, une hypodermite ou une dermite. C'est une infection des tissus mous et qui sont principalement localisés au niveau de la jambe, mais on peut le voir un peu partout. Il suffit simplement qu'il y ait une petite porte d'entrée, par exemple au niveau du pied, pour que les germes rentrent et puis viennent se loger dans les tissus mous et provoquer une infection. Alors, à votre avis, comment se traite ce type d'infection? Les résipèles, ça se traite par... Alors oui, traitement de la porte d'entrée, c'est-à-dire qu'il faut faire des soins locaux pour être sûr que ça ne revienne pas, effectivement. Et après, ça ne va malheureusement pas partir tout seul. Une fois que l'infection elle est localisée dans la jambe, elle ne va pas partir toute seule. Donc on aura beau faire des soins locaux, ça ne marchera pas. Une antibiothérapie, exactement. Alors, on peut le mettre, soit on est obligé d'hospitaliser les patients, soit même on peut les laisser on peut laisser ce traitement-là à la maison. Mais en tout cas, c'est certain qu'il faut débuter une antibiothérapie. Alors, dans ce cas-là, l'antibiothérapie, vous n'êtes pas nécessairement obligé, vous ne devez pas forcément le connaître, mais c'est l'amoxicilline. L'amoxicilline, c'est le Clamoxyl, c'est un médicament qui est très largement prescrit. Mais à votre avis, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avant de débuter ce traitement? Alors, dans le cadre du diagnostic, oui, on peut s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection généralisée, donc on peut faire des hémocultures tout à fait. Mais moi, je voulais plutôt dire, dans le cadre de la prescription de l'amoxicilline, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'allergie, tout à fait. Donc, est-ce qu'il a déjà eu de l'amoxicilline? Est-ce qu'il n'a pas présenté d'allergie, notamment d'œdème de Coinck ou de choses comme ça, avant la prescription? Très bien. Et, encore une fois, l'amoxicilline, c'est un médicament dont la dose ne va pas être strictement la même pour tout le monde. Quand on a une insuffisance rénale, on a un risque de toxicité, et donc il faut adapter son traitement avec la clairance. Et donc là, il faut d'abord s'assurer que la fonction rénale soit stable. Est-ce qu'elle n'a pas encore baissé par rapport au dernier bilan biologique que vous avez fait? Donc il faut faire une prise de sang pour voir la créatinine et donc évaluer la fonction rénale. Donc c'est essentiellement ça, c'est les deux choses qu'il fallait faire avant. Donc interrogatoire, être sûr qu'il n'y ait pas eu d'allergie, et la fonction rénale pour l'adaptation posologique, parce que de là va découler la dose et surtout la répartition
de votre traitement sur la journée. Au-delà de 50 ml par minute, vous pourrez vous permettre de faire 3 prises par jour. C'est 1 gramme 3 fois par jour. Entre 10 et 50 ml de clairance, ce sera plutôt 2 prises, même s'il y en a qui disent 3 prises, c'est vraiment dans le cadre des infections très 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 sévères. Et par contre, en dessous de 10, il faut éviter ce traitement, mais si on n'a vraiment pas le choix, et bien dans ce cas-là, c'est 1 seule prise par jour. Ça fait partie, c'est le Vidal en fait. Et donc c'est des choses dont il faut prendre compte dans le cadre de la prescription de ces traitements. Ensuite, on termine par le dernier cas clinique. Donc, Madame E, qui a 70 ans, qui pèse 50 kg et qui présente des nausées et des vomissements. Elle est traitée dans le cadre d'une fibrillation atriale par de la coumadine, donc un AVK, un antivitamine K, qui est donc les deux, je vous avais dit, les deux possibilités de traitement dans le cadre de la fibrillation atriale, c'est soit les AVK, soit les AOD, et de la digoxine. Alors, qu'est-ce que c'est la digoxine? C'est un digitalique, tout à fait, qui a pour but, en fait, à votre avis, qu'est-ce qu'il a comme but, ce traitement? Comment? C'est pas un antiarythmique exactement, ça va pas empêcher ça va pas forcer le cœur à revenir normal et à revenir sinusal, mais c'est plutôt un médicament qui va ralentir la fréquence cardiaque. Et donc pour les patients qui sont au-dessus de 100 battements par minute, par exemple, qui tolèrent pas très bien la fibrillation atriale, ça va permettre de ralentir la fréquence cardiaque. J'ai entendu une question, non? Il n'y a pas de question? Par ailleurs, cette patiente, elle est traitée pour une hypertension artérielle par diurétique, donc je vous avais dit l'hydrochlorothiazide, et qu'on a introduit récemment. Alors, la créatine, elle est à 180 micromoles par litre, et la kaliémie, donc le potassium, est à 3,2 millimoles par litre. Comment qualifiez-vous la fonction rénale? Est-ce qu'à votre avis, 180 micromoles par litre pour quelqu'un qui fait 50 kg, est-ce qu'à votre avis, c'est normal ou est-ce que c'est... Comment? Tout à fait, il faut faire la clairance. Mais, alors, bon, la clairance, je vous en ai pas parlé, je l'ai marqué au tout début, la formule pour la clairance, mais c'est quelque chose d'assez complexe. Mettons, là, vous avez juste ça devant les yeux, vous n'avez pas votre calculette sur vous, vous pouvez pas la calculer. Et donc, est-ce que vous dites c'est normal ou est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Alors, vous n'avez pas l'air d'avoir d'idée. C'est pas du tout normal. 180 micromoles par litre, enfin, pour quelqu'un qui fait 50 kg, de visu comme ça, ce serait aux alentours de 60-70 micromoles par litre. On peut le calculer, on va le calculer d'ailleurs, c'est la question d'après, mais 180 micromoles par litre, clairement, c'est pas normal du tout. Il y a ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Donc, je vous redétaillais la formule de la clairance. En fait, c'est 140 moins l'âge, donc 70 ans. 140 moins l'âge, multiplié par le poids, qui est donc de 50 kg, et ce, divisé par 140. Et on multiplie par 1,03 pour les femmes et 1,24 pour les hommes. Je l'ai marqué au tout début, elle est sur le diapo. Et donc, chez cette patiente, ça fait 25 millilitres par minute de clairance. Donc, clairement, c'est pas du tout normal, c'est largement en dessous de 60. Et c'est une insuffisance rénale qui est sévère, puisqu'elle est en dessous de 30 millilitres par minute. Et pourquoi je dis aiguë, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on peut se dire que cette insuffisance rénale, elle est aiguë? Elle est probablement induite par les traitements, oui, ça c'est une très bonne remarque, mais je dis qu'elle est aiguë parce que, clairement, bon, ça c'est une fois que on va discuter après de la digoxine, mais la digoxine, ce médicament-là ne se prescrit jamais en dessous de 30 millilitres par minute de clairance. Enfin, même on évite de le donner quand on a un problème rénal. Parce que, on va le voir juste après, mais ce médicament-là peut être très 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 embêtant quand on a une insuffisance rénale et qui s'aggrave comme ça, il peut y avoir de gros effets indésirables. Alors, quel est le mécanisme, à votre avis, de cette insuffisance rénale aiguë? Ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a clairement quelque chose qui s'est passé, mais à votre avis, quel est le facteur déclencheur? L'hypertension artérielle ne va pas provoquer d'insuffisance rénale aiguë.
elle est traitée par diurétique. C'est le traitement qui peut avoir un peu changé tout ça. Le diurétique, alors les nausées, vomissements aussi. Voilà, les vomissements, le fait on peut être un peu vraiment déshydraté. Et en plus de ça, le traitement diurétique qui va donc faire une perte de sel. Avec la perte de sel au niveau urinaire, on va avoir une perte d'eau et donc on va se déshydrater. Mais ça, c'est l'effet attendu du médicament pour baisser la tension. Mais il faut que ce soit encadré. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait eu de problème de vomissement parce que là, sinon, c'est sûr qu'on va provoquer des effets indésirables comme une insuffisance rénale. Donc le mécanisme, comme ça, en lisant rien que sur le plan clinique, on peut se dire que c'est une insuffisance rénale qui est provoquée par une déshydratation, favorisée par le traitement diurétique, mais aussi favorisée par peut-être les vomissements. Donc, alors maintenant, ça c'est quelque chose en plus que l'on rajoute, mais chez cette patiente, comment, à votre avis, on peut expliquer les nausées? Alors, on n'a pas d'IEC, on n'a pas de choses comme ça, mais en fait, la digoxine, la raison pour laquelle on évite de le mettre en place chez ces patients qui ont une insuffisance rénale, c'est que la digoxine provoque, quand elle n'est pas bien éliminée, quand elle est surdosée, il y a un risque de surdosage et provoque à ce moment-là des grosses nausées, des vomissements, et voire même plus grave. On va le dire, on va le voir tout de suite. En fait, ce médicament-là, la digoxine, c'est un médicament qui s'élimine essentiellement au niveau rénal. Et donc, quand il n'est pas éliminé, quand on a une insuffisance rénale comme ça aiguë, ça veut dire que le rein cesse de fonctionner à cause, donc, chez cette patiente, d'une grosse déshydratation provoquée par les diurétiques. Et donc, ce médicament-là va s'accumuler. Alors, ce médicament, c'est un traitement, alors j'ai mis antiarythmique, mais j'aurais plutôt dû mettre un traitement ralentisseur de la fréquence cardiaque. Il va ralentir la fréquence cardiaque dans le cadre de la fibrillation atriale. Et c'est un médicament qui a une fenêtre thérapeutique qui est extrêmement étroite, c'est-à-dire que quand on le prescrit, on a on a une marge de manœuvre qui est très faible. Et donc, la dose, pour être efficace, elle est quasiment proche de la dose toxique. Et donc, pour ce type de traitement, il faut absolument faire une surveillance électrique par ECG et une surveillance biologique de la fonction rénale et de la dose thérapeutique, du dosage dans le sang, donc la digoxinémie. Parce que dès qu'on est au-delà de la dose de 1,2 nanogrammes par millilitre, il y a un risque de surdosage et d'effets indésirables. Les effets indésirables, ils sont essentiellement digestifs. Donc chez cette patiente, les nausées et les vomissements, ils sont liés en fait au surdosage en digoxine. Et sur l'électrocardiogramme, on peut avoir des troubles de la conduction et des troubles du rythme ventriculaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un risque de mort subite en fait, de tachycardie ventriculaire, de fibrillation ventriculaire. Donc c'est extrêmement grave. Après, il y a d'autres effets indésirables comme des céphalées, des vertiges, mais ce n'est pas des effets indésirables qui sont très graves. C'est juste des effets indésirables qu'il faut noter, mais entre guillemets, ils peuvent annoncer pour le coup une mort subite. Alors chez cette patiente, du coup, du fait de la déshydratation induite par de la déshydratation et de la... non, c'est pas comme ça que je vais le prendre. Chez cette patiente, en fait, on découvre une kaliémie à 3,2 millimoles par litre. Déjà, qu'est-ce que, pour vous, le chiffre de kaliémie, est-ce qu'il est normal ou est-ce que c'est une légère hypokaliémie? La normale, c'est 3,8, 4,5, enfin, selon les laboratoires, 3,5, 4,5, ça dépend, 3,5, 5, enfin, ça dépend du laboratoire, mais en tout cas, 3,2, c'est sûr que c'est trop bas. À votre avis, par quel mécanisme peut être expliquée la kaliémie basse? Par le diurétique, tout à fait, et les vomissements. Donc, c'est exactement ça, les deux possibilités pour expliquer l'hypokaliémie, c'est la prise de diurétique, c'est la raison pour laquelle tout diurétique est en général associé à une supplémentation potassique. Et dans le cadre des vomissements, on perd du sel, on perd de l'eau et on perd aussi du potassium. Donc, chez cette patiente, elle a une kaliémie à 3,2 et à votre avis, quel est le risque, si on remet
si on reprend un peu, elle a un surdosage en digoxine. Quel est le risque chez cette patiente? Quand on a en fait une hypokaliémie à 3,2, on a déjà un risque de trouble du rythme ventriculaire, tout à fait. Et donc là, si en plus de ça, elle a un surdosage en digoxine, on a un risque extrêmement important de mort subite et du trouble du rythme ventriculaire sous digoxine. Et donc là, c'est voilà, globalement ce tracé-là, il n'est pas beau du tout, donc ça peut être gravissime. Et c'est quasiment une tachycardie ventriculaire. Alors, donc je remettais juste cette petite planche pour reparler des antibiotiques et de la toxicité rénale. Pour les antibiotiques, en fait, vous voyez qu'il y a différents mécanismes de toxicité, la nécrose tubulaire aiguë, la néphropathie par dépôt de cristaux, la néphrite interstitielle aiguë et la néphrolithiase. Bon, en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que tout traitement antibiotique a une certaine toxicité rénale. Enfin, il y en a très peu qui n'en ont pas. Et donc, par exemple, vous voyez l'amoxicilline qui est ici, les céphalosporines que l'on utilise très souvent également, les fluoroquinolones qui sont ici. Et donc, vraiment beaucoup de médicaments antibiotiques ont une toxicité rénale. Et donc, qui dit antibiotique dit surveillance de la fonction rénale, voire même pour certains traitements comme la vancomycine. Est-ce que certains savent qu'est-ce qu'on peut doser pour la vancomycine en plus? Quelle est la précaution que l'on va prendre quand on va prescrire de la vancomycine? Ça vous est jamais arrivé de faire, par exemple, en stage ou quoi, des dosages de résiduels? Voilà, les résiduels. Donc, dans le cadre de la vancomycine et dans le cadre également de la gentamicine, enfin tous les traitements aminosides, ces traitements-là, avant de réinjecter la dose d'antibiotiques, il faut faire un dosage de résiduel. Donc, c'est une précaution supplémentaire que l'on prend pour encadrer la prescription de ces traitements antibiotiques pour éviter justement leur toxicité rénale, parce que si le traitement n'a pas été éliminé correctement, on ne va pas réinjecter une nouvelle dose d'antibiotiques, parce qu'il y en a déjà assez et on préfère attendre qu'elle soit vraiment complètement éliminée avant d'injecter la prochaine dose. Voilà. Alors en conclusion, donc tous les médicaments, enfin une grande majorité des médicaments sont à élimination rénale, et donc en cas d'insuffisance rénale aiguë ou chronique, il faut diminuer la posologie ou l'adapter ou même arrêter le médicament. Donc c'est les précautions que vous devez prendre. Nombreux médicaments vont jouer sur l'hémodynamique rénale, on l'a vu tout à l'heure, c'est les IEC, les ARA2, les anti-inflammatoires, mais il y en a d'autres, et sur la volémie aussi, comme les diurétiques, et donc ça veut dire que ce type de médicaments peuvent voir apparaître une insuffisance rénale ou même aggraver une insuffisance rénale préexistante. Et donc il y a des risques de surdosage de certains médicaments ou des risques de troubles ioniques liés à l'insuffisance rénale qui va s'aggraver rapidement. Beaucoup de médicaments ont une toxicité rénale directe du médicament ou du produit de contraste, par exemple. Donc ça implique de surveiller la biologie, enfin de surveiller la créatinine avant et après l'introduction de ces médicaments, et aussi d'éviter les médicaments qui vont jouer sur l'hémodynamique rénale, donc on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, il y a des médicaments comme le dernier cas clinique, qui ont une marge thérapeutique étroite, comme la digoxine, mais il y en a d'autres, par exemple les antibiotiques comme les aminosides, et pour lesquels il faut surveiller de façon étroite la fonction rénale, doser le médicament dès que le patient arrive. Par exemple, tout patient qui a une digoxine, qui a un traitement par digoxine, on va doser à l'entrée la digoxinémie pour voir s'il n'est pas surdosé. Et il faut éviter chez ces patients les médicaments, encore une fois,